Bonjour à tous et bienvenue sur Ewalk Talk Show. Nous sommes enfin de retour après un petit moment d'absence. Alors aujourd'hui, on abordera une thématique qui est très touchante, qui touche plus de 380 000 personnes en France et dont plus de 157 000 décès. C'est une thématique qui est très poignante, qui est aussi importante. Alors aujourd'hui, pour aborder ce thème qui est le cancer, nous avons avec nous une femme, une vaillante, une guerrière, je pourrais dire comme ça, et qui a vécu cette chose-là, mais qui est sortie victorieuse. Et maintenant, elle va nous raconter comment ça s'est passé, de la phase de découverte de ce cancer jusqu'à la phase guérison, tout ce qu'elle a traversé, comment est-ce qu'elle a pu traverser ça psychologiquement, psychiquement et physiquement, spirituellement aussi, comment c'était. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à côté de moi Jemima. Ça va Jemima? Salut Pauline, tu vas bien? Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors du coup, je m'appelle Jemima. On ne dit pas l'âge d'une femme, donc je ne vais pas lui dire. Oh. Bon. Je m'appelle Jemima, j'ai 31 ans. Je suis dans le secteur de l'immobilier. Et voilà. Wow. En plus, elle est belle et tout. Très bien. Alors, est-ce que tu peux rapidement raconter un petit peu ce qui t'est arrivé? Parce que bon, j'ai brièvement parlé de ça, mais est-ce que tu peux dire en quelques mots déjà avant qu'on puisse aborder le sujet, ce qui t'est arrivé? Alors du coup, ce qui m'est arrivé, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de la glande thyroïdale il y a plus d'1 an et demi, je pense. Et puis ça a été diagnostiqué subitement comme ça, c'était anodin. C'est juste que je ressentais énormément de douleur au niveau de ma gorge. J'avais toujours des angines à répétition, j'avais super mal et je pense que j'ai fait le déclic m'est arrivé un peu plus tard, mais quand je suis partie chez le médecin, il m'a auscultée, etc. Et puis quand il a commencé à palper mon cou pour voir un peu plus, parce que je partais à peu près tous les mois chez le médecin pour voir un peu plus qu'est-ce qu'il en était, il a senti une boule sur mon cou. À ce niveau-là, c'est ça? Voilà, à ce niveau-là. Et tout de suite, il m'a dit, oui, mais dans votre famille, il n'y a pas des cas de thyroïde, etc. Et puis, vous savez comment sont les médecins. Donc, si on dit oui, ça y est, on est tout de suite diagnostiqué. Donc, moi, j'ai dit non, parce que pour ma part, il n'y avait rien. Et elle m'a dit, bon, bah, c'est pas grave, je sens quand même quelque chose au niveau de votre gorge. Donc, moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire une échographie. Comme ça, on sera fixé. D'accord. Sortie de chez le médecin, j'ai rien fait. Oh. Pourquoi? J'ai rien fait parce que je me suis dit, c'est rien. Okay. C'est rien. Je chante, du coup, je me dis, bon, bah, c'est peut-être ça, les cordes vocales sont peut-être tendues, etc. Donc, j'ai pas voulu approfondir. Mais plus on avançait dans le temps, et plus j'avais encore des angines fortes à répétition. Et je me rappelle, un soir, j'ai fait une fièvre à ne plus tenir debout. Wow. J'ai vomi toute la nuit. Je vomissais du sang, c'était affreux. Et ma mère était à 2 doigts de dire on va à l'hôpital, on va aux urgences. Et j'ai dit non, j'ai pris des médicaments. J'ai dormi à peu près c'était la nuit de samedi à dimanche. Donc le dimanche matin, il fallait aller à l'église et assumer le culte. Assumer le chant à l'église, voilà, c'est ça. Et j'ai 31 ans, je disais, et en 31 ans d'existence, depuis que j'ai l'âge d'aller à l'église, j'ai jamais raté l'église. Mais ce jour-là, je me sentais plus, je me sentais vraiment plus. Et quand mes parents et ma famille se sont levés le matin pour aller à l'église, ma mère n'a pas voulu me réveiller, du coup elle ne m'a pas réveillée. Et puis je me réveille soudainement, je regarde ma montre, il est à peu près 9h45, il commence à 10h. Je me dis non, Jemima, tu ne peux pas rater l'église. Tu ne peux pas rater l'église et tout, même si tu vas mal et tout. Et je me suis rappelée d'une parole qui disait « vous me servirez ». Et après quoi, dans Exode 25, vous me servirez et après quoi, moi je bénirai votre pain et vos os. J'ai dit Seigneur, même si je suis mal en point, même si je vais arriver à l'église et je vais rien faire, je veux aller à l'église. Du coup, je me suis préparée, j'ai appelé ma belle-sœur qui vienne me chercher, elle est venue me chercher et je suis partie à l'église finalement. Mais ce jour-là, pour moi, c'était un déclic. Je me suis dit, là, il faut absolument que je fasse les examens approfondis pour savoir exactement ce que je fais. D'accord, je vais te couper, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais peut-être quelque part en subconscient autre que tu avais du coup le cancer? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais une pensée du coup par rapport à ça? Ah non, franchement, c'était à 1000 lieues de moi. Franchement, c'était à 1000 lieues de mon esprit qu'un jour, moi, Jemima, j'aurais pu être atteinte du cancer. Tu sais, parce qu'on l'entend, tu vois, à la télé, les gens, on l'entend, mais quand ça tombe sur nous,
on se dit, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Du coup, c'était vraiment pas dans mon esprit. Pour moi, c'était tout simplement une douleur et je voulais juste savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça puisse se soigner et puis qu'on passe à autre chose. Donc vraiment, je l'imaginais pas ça du tout. Wow. Et du coup, après ce dimanche-là qui était un petit peu mouvementé du coup pour toi, est-ce que après ces douleurs, ce dimanche un peu douloureux, est-ce que le lundi qui suit, tu décides du coup de faire des examens? Ouais, le lundi qui suit, j'ai décidé de passer toute ma journée aux urgences. Wow, ok. Franchement, dans ma tête, dans mon esprit, l'échographie que mon médecin traitant m'avait demandé de faire était complètement sortie. Donc, la première chose que j'ai faite, je suis partie aux urgences, à l'hôpital de chez moi. Je suis partie aux urgences, on m'a fait des radios, on m'a fait des IR, on m'a tout fait. Pour me dire au final, je suis rentrée aux urgences à 10h et je suis sortie, il devait être 4h du matin, pour me dire au final, mademoiselle, vous n'avez rien du tout. Comment ça, rien du tout? J'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas avoir rien, je suis mal, je me sens mal, je le ressens au plus profond de moi. Non, 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 mademoiselle, vous n'avez rien du tout. Quand je suis rentrée à la maison le lendemain matin, c'est ma mère qui me dit, mais tu n'avais pas un examen à faire? Et c'est là que je me dis, bah oui, j'ai une échographie à faire. Donc j'essaye d'appeler tous les centres d'échographie. Du côté où j'habite, il n'y avait pas de rendez-vous tout de suite, donc je suis partie à Paris. Et je crois que j'ai eu le jour même, donc c'était un mardi. Et j'ai eu mon rendez-vous sûrement vers 14h. Et j'y vais. Et je trouve que le milieu médical, il y en a certains, ils n'ont pas beaucoup de tact. Parce que je suis arrivée... Bon, les médecins, les infirmiers qui nous écoutent, bon, et un coup de tact quand même parfois. Un tout petit peu quand même. Parce que je suis arrivée et déjà j'étais en stress, j'étais en panique. Je me disais, mais Seigneur, à l'hôpital on n'a rien trouvé. Si ici on ne trouve rien, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Donc j'arrive, j'attends, l'échographe me reçoit, je m'allonge, il prend sa machine. Avant de poser sa machine, il me regarde et il me dit, mais madame, vous avez attendu combien de temps? Tout de suite je comprends qu'il y a un souci. Il met sa machine et à chaque fois qu'il met sa machine, il me regarde. Il regarde sa machine. Un petit peu quand même. Et du coup, je lui demandais, mais qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi, etc. Il me dit, tranquillement. Il me dit, bon, vous avez un nodule de plus de 6 cm. Il me dit, oui, vous avez un nodule de la thyroïde. Ça découle d'un cancer de la glande thyroïdale. Alors, pause. On va mettre une pause à tout ça. Il m'a dit comme ça? Oui, franchement, l'échographiste. Comme un bonjour. Il a manqué de tact. Franchement, je ne sais pas si vous me regardez, cher monsieur. Mais laissez-moi vous dire que ce jour-là, vous avez manqué de tact. Écoutez bien, monsieur. Non, franchement, ce jour-là, il a manqué de tact. Et puis, après, il s'est repris. Et puis, il a dit non, mais vous savez, bon, normalement, on fait une cytoponction. Donc, je vais un peu rentrer dans les termes médicaux. Nous ne sommes pas médecins. Essayer un peu d'expliquer. Donc, quand on a une nodule de la thyroïde, c'est une genre de glande qui va pousser sur votre thyroïde. Okay. On a tous une thyroïde. Hommes ou femmes, on a tous une thyroïde. Elle peut être bénigne comme elle peut être maligne. Sauf que la mienne était maligne. Du coup, ça m'a fait pousser une glande, un nodule, tout simplement, de plus de 5 cm, qui était déjà trop. Et moi, je passais du coup au stade cancer de 4,5. Donc, moi, j'avais déjà dépassé. Et de base, quand c'est plus bas, on peut faire une cytoponction. Donc, c'est une petite aiguille. On va aller chercher la matière du nodule, l'examiner et voir s'il est cancérigène, s'il est très maligne ou bénin. Et sauf que moi, c'était déjà trop tard passé. Et c'est là qu'il m'a demandé, mais ça fait combien de temps que vous ressentez ça? Ça fait combien de temps? Et j'ai dit, ça fait un moment. Parce que je sais que je l'avais négligé. Et c'est ça aussi, j'aimerais bien interpeller les gens là-dessus, que la santé c'est trop important. Quand il y a des examens à faire, il faut les faire. C'est vrai que Dieu guérit, etc. Mais il a placé les médecins pour nous soigner. Donc on ne peut pas négliger en fait la santé pour arriver au stade où moi j'étais arrivée. Donc il m'a tout expliqué, la procédure, la marche à suivre. Il m'a dit, je vais vous faire une lettre tout de suite pour aller dans un hôpital, etc. Prendre des rendez-vous, qu'on puisse vous ausculter. J'ai dit OK. J'étais partie en transport ce jour-là. D'accord. Je suis sortie de chez l'échographie. Tu sais que je ne me suis pas retrouvée chez moi. Je me suis retrouvée à Gare de Lyon, assise sur un banc. Et psychologiquement, je pense que j'avais pris un coup de massue. Justement, j'allais revenir psychologiquement. À ce moment-là, tu viens un petit peu, tu rentres chez le médecin, et tu rentres bien, enfin bien entre guillemets, mais en gros, psychologiquement, tu te dis pas que tu as un cancer. Mais qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là quand il t'a dit vous avez un cancer? Est-ce que dans ta tête, tout a défilé? Ouais, franchement,
déjà, j'étais en colère. Déjà, j'étais en Contre qui? colère. J'étais en Contre colère toi? contre Dieu. Non. Ouh, c'est très intéressant ça. Contre Dieu, pourquoi? j'étais Mais en pourtant, colère. c'est moi qui m'a remis l'examen à faire, Voilà. pas Dieu. Donc, C'est bizarre. vrai, non, c'est à moi, c'est vrai. Mais quand j'ai appris la nouvelle, déjà, je me suis retrouvée sur un banc à Gare de Lyon. Je ne sais pas combien d'heures j'ai fait sur ce banc, parce que psychologiquement parlant, j'étais plus là. D'accord. Déjà, je ne réalisais pas ce qui s'était passé, tout ce qu'on m'avait dit, je ne réalisais en rien du tout. Et je me suis retrouvée assise comme ça. Et ce qui m'a fait sursauter, c'est l'appel de ma mère. Parce Ok. qu'elle voyait que je ne rentrais pas Oui, vite. bien sûr. Du coup, elle m'a appelée et j'arrivais même pas à lui dire au téléphone qu'on m'a dit ça. Je lui ai tout simplement dit ça va, j'attends le train. Mais ça va, franchement, tout. j'étais en colère. Durant tout le trajet, j'étais en colère et je disais, Seigneur, pourquoi moi? Oui. Et je disais, mais Seigneur, tout le monde, mais pas moi en fait. Je disais, Seigneur, sincèrement, ça pouvait tomber sur tout le monde, mais pas sur moi. Et du coup, j'arrêtais pas. J'étais limite comme une folle, je parlais toute seule. Je disais, mais Seigneur, depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, je te sers. J'ai mis ma vie. C'est une réaction que beaucoup de croyants ont souvent. C'est premièrement, une fois qu'on a un souci, le premier émissaire, c'est. Exactement, il est toujours mis sur le banc des accusés. Toujours. Alors en premier. voilà, alors que non. Et je disais, mais depuis toute ma vie, je te sers, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai tout sacrifié pour toi. Et là, on m'apprend que j'ai un cancer, mais oh, t'es où? Mais à ce moment-là, est-ce que tu prends le temps du coup d'expliquer à ta mère, j'imagine bien, quand tu rentres, tout ça, mais qu'est-ce qui suit après? Est-ce que tu prends conscience de ça, du coup tu te soignes très vite? Ou est-ce que pareillement, comme au début, tu négliges encore du coup ce diagnostic-là qui est encore plus important parce que là, du coup, tu es face à la maladie? Non, du coup, quand je rentre, je prends le temps d'expliquer à ma mère, elle prend aussi le temps de me réconforter. D'accord. Et on prie ensemble. Mon père n'était pas encore rentré. Du coup, on prie avec ma mère. Et puis elle me dit, non, je connais des gens qui ont déjà eu ça, t'en fais pas, c'est fréquent des fois, ça arrive, tu te fais opérer, oui. Tu te fais opérer et puis voilà. Du coup, j'ai accéléré les choses. Là, pour le coup, j'ai pas dormi. Oui. J'ai pas dormi. Il fallait pas. Ah non, là, il fallait pas. J'ai accéléré les choses. J'ai appelé tous les hôpitaux que l'échographiste, du coup, m'avait donné. Et il n'y avait pas de date. Il n'y avait pas de date pour des rendez-vous, etc. Mais je disais, mais c'est urgent. J'ai quand même une lettre et tout. J'ai une lettre de mon médecin traitant, j'ai une lettre de l'échographiste. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, mademoiselle, en ce moment, etc. Et je disais, mais j'ai un cancer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, genre limite pour moi c'était le laisser passer, mais non en fait il y a une hiérarchie. Donc non franchement pour le coup j'ai pas dormi. J'ai contacté tous les hôpitaux, je suis tombée sur l'hôpital de Saint-Louis qui m'a donné un rendez-vous, je crois 2 semaines après. 2 semaines après, mais en attendant, durant les 2 semaines qui ont suivi après l'annonce du cancer, je pense que tout est psychologique. Parce que dès que j'ai su que j'avais un cancer, ben, les douleurs se sont décuplées. Parce que je pense que et mon esprit et mon subconscient s'est déclenché, s'est dit, allez hop, faut qu'on, elle a le cancer, c'est bon, là elle est au courant, allez hop. Le courant va jouer un petit peu. Tu vois. Donc je pense que c'est vachement psychologique et des fois mon père il dit que des fois on rentre chez le médecin, tout va bien. On n'a aucune douleur, rien du tout, mais dès qu'on sort et qu'il nous colle un truc, oui, bah, ça y est. Ah, mais j'avais mal au bras depuis une semaine, je me disais bien que c'était ça. Tu vois, on est rentré bien, tu vois. Donc c'était vachement plus psychologique et j'étais en train de me battre. Maintenant, c'était vraiment la bataille des pensées, de me dire non, Seigneur, ça va aller, non, ça va aller, etc. Donc j'ai eu mon fameux rendez-vous à l'hôpital. Et on m'a encore ausculté, on m'a fait tout ce qu'il fallait faire, tous les examens qu'il fallait faire. Et c'est tombé période de Covid. Ah oui, mince. Ouais, c'est tombé période du Covid. On avait déjà, ils avaient déjà programmé la date de l'opération, quand j'allais être hospitalisée, etc. Parce que pour eux, le plus important, c'était vraiment de retirer le nodule, pour pas que ça puisse se propager. Donc ils sont ouverts là. Voilà, ils m'ont ouvert. Ah oui, d'où la cicatrice. Voilà, d'où la cicatrice, voilà, toujours alors, du un coup, peu pour moins que les gens comprennent un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, ils sont ouverts, vraiment ouverts, ou est-ce qu'ils ont juste... Ah non, non, ils ont vraiment ouvert. Donc c'est vraiment une ouverture. Peut-être que peut-être peut tomber, je sais pas. Non, du tout. Non, c'est pas une grosse ouverture de tout mon cou, mais ça a été vraiment une ouverture de quand même des centimètres. Anesthésie générale, voilà, pour retirer le nodule, etc. Et on m'a refermé et puis on m'a agrafé. Agrafé? Oui. Pour le sol? Ouais.
les agrafés. C'est vrai qu'à mon réveil, ça a été un choc. Ça a été vraiment un choc à mon réveil de l'opération parce que quand on m'a dit qu'on allait m'agrafer, je me suis dit, bon, bah, c'est rien, tu vois, c'est des petits trucs. Vous verrez les photos juste en bas. Hein, c'est comme des points de suture, mais non, à mon réveil, comme je ne pouvais pas parler, il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche. J'ai pris mon téléphone et le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler mes parents en visio. Et quand j'ai mis mon téléphone sur mon visage et j'ai regardé, j'ai fondu en larmes. Parce que c'était trop pour moi. Mais bon, avant d'arriver à là, du coup, ça s'est passé période Covid. Avant Covid, on avait déjà trouvé la date, etc. Et malheureusement, Covid frappe. Et les rendez-vous sont tous annulés. Tous annulés. Et les 3 mois de Covid où on a été confinés, j'ai passé un confinement de l'enfer. Parce que j'étais entre les médecins et les infirmières, mais que au téléphone. Il n'y a personne qui te... Non, il n'y avait personne qui pouvait venir chez moi. De mars à mai, du coup, c'est ça? Voilà, de mars à mai. Cette boule. Ah ouais. Ouais. Et j'avais l'impression, peut-être c'est psychologique, mais j'avais l'impression qu'elle grossissait de jour en jour. Je me disais, mais Seigneur, jusqu'où? Et du coup, j'étais juste avec les infirmiers, les médecins au téléphone. Ils me demandaient des fois, oui, c'est quoi vos symptômes aujourd'hui? Mais en fait, j'avais besoin... Oui, il fallait approfondir, je pense. Bah oui, quelque chose de plus approfondi. Et franchement, ça a été la pire expérience de ma vie parce que d'apprendre qu'on a un cancer et de se dire qu'on reste bloqué 3 mois à la maison. Psychologiquement, ça joue aussi. Hein. Ah non. On va sortir aussi, voir un petit peu le dehors et prendre un peu l'air. Non. Et du coup, c'est aussi compliqué. Je voulais plus prier. Je priais plus. Je disais, vas-y Seigneur, tu as décidé ce que tu voulais décider, tu vois. Voilà. Pour situer un petit peu, tu es de confession chrétienne, c'est ça? Oui, mon père est pasteur. Ok, très bien. Et non, franchement, j'avais plus le courage. J'avais plus le courage de prier. Comme je t'ai dit, j'étais super en colère. etc. Et j'avais plus le courage au début. Ma mère, elle me forçait, elle me disait, vas-y, on va prier ensemble, etc. Mais franchement, à l'intérieur de moi, j'avais plus la force. Je me disais, mais où je vais trouver cette force de prier un petit peu alors que mes pensées, c'était vraiment pas dedans. Et un jour comme ça, ma cousine m'appelle un matin et elle me dit, Jemima, j'ai rêvé qu'on était à la prière du matin et toi, tu priais avec nous. Et là, ça a été un déclic. J'ai dit, ok Seigneur, c'est-à-dire que là, tu me veux dans la prière. C'est-à-dire que là, si j'arrache pas ma guérison dans la prière, même si je me fais opérer dans 3 mois, dans 4 mois, je pense que ça sera fini pour moi. Donc là, je me suis réveillée et je me suis réveillée à fond. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, les prières. Et il y avait des jours où ma voix ne sortait pas. Mais rien que les soupirs qui l'exprimaient de ma bouche, c'était bon pour moi. Je disais, Seigneur, ok, c'est bon. On a fait ça tout. Quand je te dis, Pauline, tous les matins, tous les soirs, on s'appelait avec mes sœurs au téléphone. Le matin, on priait, le soir, on priait et on partageait la parole. Et je crois que c'est ça qui m'a sauvée. Sincèrement, je ne pourrais pas dire que c'est les médicaments, je ne pourrais pas dire que c'est je sais pas quoi. Non, c'est vachement. C'est la foi, en fait. Ouais. Et un petit peu sauvé, je pense. Énormément. Et du coup, Covid passe. Covid passe, non, pas du tout. On est déconfinés. Covid n'est pas passé. Le Covid est encore là. Jemima, tu étais prophétique, je ne sais pas, mais le Covid est encore là pour l'instant. On n'en peut plus. Non, on a été déconfinés et du coup, j'ai pu reprendre contact avec l'hôpital. Ils ont repris contact avec moi. On a trouvé une date pour l'opération, pour l'hospitalisation, etc. Et la première chose qu'on m'a dite quand je suis rentrée à l'hôpital pour qu'on puisse m'opérer, j'ai dit, oui, mademoiselle, vous savez qu'on va vous ouvrir, on va vous couper une corde vocale. C'est quoi? Oui, j'ai dit, elle m'a fait un schéma de comment est dessiné à l'intérieur de la gorge, donc la glande, la thyroïde, mon nodule et mes cordes vocales. Et elle m'a dit, on va sectionner toute cette partie. Et moi, je lui ai dit, mais madame, je chante. Elle m'a dit, ah bon, du chant professionnel? J'ai dit, bah ouais. Oui. Bah oui, à l'église. Ah, super, du gospel. J'ai dit, bah oui. Et puis elle me dit, ah bah vous avez bien fait de me le dire parce que comme ça, la personne qui va vous entuber, du coup, bah ça sera un médecin-chef, genre pas un infirmier, ni une première année, etc., mais vraiment un chef. Mais malheureusement, on va quand même vous couper une corde vocale. Donc, ce que vous aurez à faire après, c'est la rééducation pour la corde vocale qui vous restera. Mais il faut savoir que vous aurez pu... Il y a des fortes chances que même votre voix, au bout de 3-4 mois, elle ne sorte pas. Et moi, c'était un traumatisme. Je me disais, je me disais, mais Seigneur,
là, c'est encore une épreuve. Là, si je m'énerve contre toi, Là, on a quel mois du coup? là, on est au mois de juin. Ok, juin. Là, on Bon, est là, au il mois de parle juin. vraiment fort, hein, donc Ouais. vraiment, on sent que Voilà. les convocations sont revenus. Elles sont revenues. On est au mois de juin. Je suis hospitalisée courant 12, je pense, 12 juin. L'opération est le 18, si je ne me trompe pas, était le 18. Et du coup, tout ce que je dis à Dieu, c'est prendre le contrôle en fait. Ok. Parce que si l'on me dit que je vais parler que dans 3-4 mois, et encore, c'est pas sûr, si je commence à écouter tout ça, je rentre en véritable dépression. Ça, Wow. c'est sûr. Du coup, le mois de juin arrive. Tu te fais opérer. Du coup, le 18 juin. Ouais. Tu te découvres un petit peu agrafée comme une feuille. Je pourrais Voilà. dire ça. Avec de grandes agrafes qui sont quand même très grosses parce que Ouais. on les voit, ils sont un petit peu Ouais, comme elles ça. sont énormes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu penses? Après, quand tu es retiré du coup ces cellules en toi, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Ben, déjà, je me Toutes tes dis, pensées. déjà, je me dis, je suis quelqu'un de très coquette. Donc déjà, Ok. je me dis, cette trace sur le cou, déjà quand Je j'avais ne la vois pas, hein, Oui. elle ne se voit pas. Hein, donc, Ah, je Dieu me merci. rassure. Déjà, quand j'avais le nodule, j'étais complexée. Donc, quand je me maquillais, j'essayais un peu de faire du contouring, des effets ombrés, pour pas qu'on puisse voir. Laisse tomber les techniques que j'ai trouvées. Alors, quand on m'a opérée et que la cicatrice était vachement plus visible, parce que là, elle est moins visible, je me dis en fleurs. Ah oui. En fleurs, ouais. En été, Ouais. Ah, ouais. des choses Franchement, j'étais énormément complexée par ma cicatrice. Wow. Et à chaque fois que je la voyais, elle me faisait mal en fait. Elle me faisait mal et je ne m'étais pas encore approprié cette cicatrice. Je me disais, ok, d'accord, c'est une cicatrice, mais limite c'est comme si je voulais me détacher de ça pour pas que ça puisse m'atteindre. C'est ce qui fait un petit peu ta force aujourd'hui parce que c'est grâce à elle qu'on peut vraiment s'identifier à ce fait-là marquant de ta vie. Exactement. Donc, voilà, vraiment. Ouais, non, mais après, j'ai fait un travail sur moi-même et j'ai dit en fait je l'accepte parce que cette cicatrice, ça sera un témoignage parlant. C'est peut-être juste une cicatrice, mais elle parle énormément, tu vois. D'accord. Donc après, comment je me suis trouvée, ben déjà, une guerrière. Je Oui. pourrais passer par où je suis Bien passée. sûr. Ça, c'est sûr. Et Ça, c'est sûr. j'ai repris à parler au bout d'un mois, D'accord. mais je chuchotais quand même, tu Ok. vois, je chuchotais. J'ai repris aussi à manger au bout de 3 semaines, je pense, mais je me forçais. Ok. Et puis, il fallait toujours tout mixer, il fallait toujours tout broyer. Donc, pendant allez, un petit mois moment. total, Wow. j'étais en mode bébé, des soupes, etc. Et franchement, c'était dur, c'était un combat. Mhm. Mais ouais, j'ai surmonté. Un combat qui aujourd'hui, du coup, a une victoire. Ouais, Tu es guéri de ce cancer-là ouais. Après un mois, après un mois. du coup, j'avais mon rendez-vous post-opératoire pour qu'on Ok. puisse me C'était dire quand si c'était après 2 mois, je pense, parce que je l'ai eu en septembre. Non, pas septembre, je l'ai eu en juillet. Juillet, D'accord. août, je pense, ouais. Ok. Ouais. Août plus août, Ok, juste avant mon donc c'est, anniversaire. J'avais mon rendez-vous post-opératoire pour qu'on puisse me dire si tout était parti, si tout était Ok. bon, etc. Et c'est là qu'on me dit, bah, mademoiselle, vous êtes en réémission, tout va bien, Wow. plus de souches cancérigènes. Et c'est là que bah, j'ai rendu grâce à Dieu, que j'ai fondu en larmes. Ciao. Voilà. Waouh. Du coup, au jour d'aujourd'hui, tu te considères un petit peu comme une guerrière, comme tu l'as dit au début tantôt. Et je pense que aussi, toutes celles qui vont te suivre aussi te considéreront aussi comme une guerrière, une femme battante, d'être passée par là. Et comme tu l'as dit au début, psychologiquement, c'était quand même fort de se dire que tu es croyante, mais voilà, d'être atteinte par ça. Je pense qu'aussi, inconsciemment, tu peux aussi dire à toutes les gens qui me suivent que c'est que tu peux être croyante, tu peux être chrétien, mais tu peux aussi avoir des moments comme ça, des Ah oui, bien des sûr. maladies aussi graves. Ouais. Ça n'exclut pas forcément de grosses attaques. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui est encore dans la phase de cancer? Parce qu'il y en a qui sont encore dedans. Un message peut-être psychologique pour elle et physique. Enfin, Qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne qui se trouve dans cette phase-là? De ne pas abandonner. Ok. Psychologiquement parlant, c'est vrai que c'est un coup. C'est vrai que c'est un coup de massue carrément. C'est lourd, c'est très lourd. Et des fois, on se dit, mais on n'a pas mérité ça. C'est comme si d'autres personnes avaient mérité ça. Tu vois, Oui, alors bien que sûr. non, pas du tout. Personne n'a mérité ça. C'est juste que ça tombe où ça tombe. Et
Et maintenant, il faut juste avoir les épaules et surtout être bien entouré dans ces moments-là. Psychologiquement parlant, on peut très vite sombrer dans une dépression, très vite arrêter de prendre soin de soi, très vite s'isoler, etc. Donc vraiment être bien entouré et surtout ne pas baisser les bras. Il y aura des jours sans, mais vraiment moins 100%. Il y aura des jours à 50%, il y aura des jours à 60%. Le jour de 100% ne viendra pas tout de suite, mais il viendra. Donc ne vraiment pas baisser les bras et toujours se dire des paroles positives. Moi, j'étais arrivée à un stade où je me répétais tout le temps que je vais y arriver. Je vais y arriver, mon attitude va déterminer. Psychologiquement, tu te formatais un petit peu. Exactement, je mettais que des pensées positives parce que je me disais que si je me laisse envahir par les pensées négatives, non, c'est pas possible, c'est fini. Alors, je reviens avec toi tout à l'heure. Waouh, c'était un témoignage juste incroyable, c'était juste formidable. Alors, nous retrouverons Jemima encore après la pub. Nous allons marquer un petit temps de publicité et nous revenons juste après. Isha Beauty est une marque d'extension de cils 3D proposant différentes formes de cils, différents volumes et pour tout type de femmes. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes Facebook, Instagram et également sur Internet au nom de ishabeauty.fr. N'hésitez pas à faire un tour, nous vous y attendons. Nous sommes de retour sur le plateau de Europe Talk Show. Nous sommes toujours accompagnés de la ravissante Jemima qui nous a partagé son histoire, sa merveilleuse histoire qui était juste incroyable sur sa victoire sur le cancer. Donc elle est toujours avec nous. Alors Jemima, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui n'est pas forcément malade du cancer comme toi, mais qui à cause d'une maladie quelconque, peu importe le cancer ou autre, passe par une profonde étape de dépression liée à cette maladie-là, du coup qui se dit ah oui je vais mourir, peut-être que je ne vivrai plus 2020, ou une personne qui est aussi malade du Covid par exemple et qui psychologiquement est atteinte. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là ne pas perdre espoir. Je pense que c'est le plus important, que ce soit une maladie grave, que ce soit une petite maladie. Toutes les maladies, dans tous les cas, à un moment donné, elles sont toujours graves. Ne pas perdre espoir, c'est le plus important. À partir du moment où on commence à perdre espoir et qu'on n'arrive plus à penser au lendemain, c'est-à-dire que petit à petit, on est en train de sombrer. Toujours, même si c'est difficile, même si on ne sait pas, si aujourd'hui, on verra demain, après-demain, mais se dire que je le verrai. Comme je disais tout à l'heure, de toujours confesser en fait des choses positives parce que c'est super important au niveau psychologique, c'est super important aussi sur le moral, ça joue énormément sur le moral. Exactement. Ça joue aussi énormément sur le spirituel et je pense que c'est la seule arme qu'on a dans ces moments-là, c'est de confesser vraiment des paroles positives, de se les répéter, si même il faut se les écrire et les spotter partout dans la maison, il faut le faire parce que mine de rien, inconsciemment, petit à petit, même sans qu'on puisse les dire, ça va résonner dans notre esprit. Donc notre esprit va l'emmagasiner et du coup ça sera un mode de vie qu'on aura tous les jours parce qu'on a pris le temps de continuer à répéter ces paroles. Il y a une étude psychologique qui dit que quand on fait les choses pendant 21 jours, ça devient une habitude. D'accord. Faites-le ne serait-ce que pour tester. Faites-le ne serait-ce que pendant 21 jours, de vous répéter matin, midi, soir. Je vais vivre, je vais gagner ou je vais guérir. Vous allez voir qu'après 21 jours, ça sera pour vous une habitude. Et si ce n'est pas votre bouche qui le confesse, ça sera votre esprit, ça sera votre subconscient qui va le confesser. Et petit à petit, vous allez voir que même au niveau de votre corps, parce que psychologiquement parlant, vous donnez les ordres que vous allez guérir, votre corps aussi va reprendre du poil de la bête. Et vous allez penser que c'est de la magie, mais non. Parce que voilà, vous l'avez confessé. Exactement. Et votre corps a tout simplement acquis ce que vous avez confessé. C'est wow. Wow. Et en plus, c'est un peu plus, je crois. Wow, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Europe Talk Show. C'était un plaisir, Jemima. Merci beaucoup. Elle sera encore avec nous le mois prochain. Non, le mois d'après plutôt, parce que du coup, tu seras disponible. Le mois d'après pour un autre thème plutôt popcorn salé et piquant, je crois. Un peu les deux, un mélange de popcorn piquant, salé. Là, c'était un petit peu émouvant. Donc, dans 2 mois, ça sera du salé, du piquant, du tout. Et du sucré aussi, je pense. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Europe Talk Show. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau thème et de nouveaux invités. Bye!